Monsieur l'ambassadeur, c'est bon? Ok. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce séminaire organisé à la marge de la 54e session de la conférence des ministres africains des finances et de la planification et du développement économique. Ce séminaire organisé par le gouvernement marocain, que je tiens à remercier de m'avoir permis de modérer. Je remercie également la CEA et le gouvernement et peuple sénégalais pour l'accueil et l'hospitalité. Bien sûr, le thème de ce séminaire colle parfaitement avec l'une des problématiques principales du développement en Afrique, à savoir le financement. Mais on va parler du développement, pas n'importe quel type de développement, développement de bonne qualité, développement durable, qui ne se limite pas seulement à la dimension économique, mais qui prend en considération également l'aspect ou la dimension environnementale et sociale. On ne va pas parler seulement du développement, et comme j'ai dit, on va parler du financement, l'un des principaux défis de ce développement, qui est le financement. On ne va pas cibler encore une fois le financement dans son ensemble. On connaît tous les problèmes rencontrés par le financement public, et ça, il est important, mais il est insuffisant pour justement suffire à un développement durable qui permet d'atteindre tous les objectifs souhaités. On va s'intéresser également au financement privé. Et encore une fois, on ne va pas se limiter à la finance intermédiaire qui est en général, qui se fait en général par les banques, par les intermédiaires, mais on va parler de la finance marchéisée, c'est-à-dire qui se base sur le marché, la bourse, les capitaux, etc. Donc, le thème de ce séminaire est, comme vous avez pu le deviner, les enjeux de la mobilisation du marché de capitaux en faveur du financement de la transition énergétique durable. Nous avons avec nous pour discuter ce point-là. Dans un premier temps, je donnerai la parole à Monsieur Jean-Paul Adam, qui est directeur de la division technologique, changement climatique et gestion des ressources naturelles, qui va nous présenter de façon globale une réflexion des différentes expériences africaines et qu'est-ce qu'on peut tirer de ces différentes expériences en termes de financement par les marchés de capitaux du développement durable et de la reprise économique en Afrique. Dans un premier temps, je passerai la parole à Monsieur Al-Alami Hicham, directeur à l'autorité marocaine des marchés de capitaux, qui va se focaliser sur l'expérience marocaine. Et on sait à quel point cette expérience marocaine est riche en enseignements pour les autres pays du monde, mais également africains. Et enfin, je donnerai la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Mohamed Omar, docteur Mohamed Omar Gad, de la République arabe d'Égypte, qui va nous présenter un plaidoyer en faveur de l'utilisation des marchés de capitaux pour assurer le développement durable lors de la prochaine réunion COP27. Voilà. Donc, sans tarder, je passe la parole à Monsieur Jean-Paul Adam. À vous la parole, monsieur. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde m'entend. Et merci tout d'abord au gouvernement du Royaume du Maroc de m'avoir invité et d'impliquer la CEA dans cette conversation très importante pour
vraiment atteindre des nouveaux horizons, comme est le thème de notre conférence. Et l'énergie est à la base des perspectives de pouvoir atteindre ces nouveaux horizons. Parce que si nous avons vu la croissance africaine en réduction, c'est bien sûr lié directement à la pandémie COVID-19, mais également aux impacts liés à la crise en Ukraine, mais aussi au changement climatique. Et si nous voulons vraiment bâtir mieux, ça commence avec l'énergie. Le grand défi pour l'Afrique, c'est que la conversation autour de l'énergie, ce n'est pas seulement une question de transition, mais c'est une question d'accès. Nous avons presque 600 millions de personnes sur le continent qui n'ont pas accès avec l'électricité. Et sur les perspectives d'investissement qui sont devant nous sur les prochains 8 ans, c'est-à-dire d'ici 2030, nous n'allons pas pouvoir réduire ce nombre de personnes, même avec les investissements qui sont déjà en cours. C'est-à-dire il faut augmenter d'une manière dramatique les investissements dans l'énergie pour pouvoir accéder aux objectifs du développement durable et assurer cet accès à l'énergie qui sera le moteur en fait de la croissance africaine. Nous allons continuer de piétiner sur la croissance africaine si nous n'arrivons pas à connecter ces presque 600 millions de personnes. Aussi, il faut noter que même des pays qui sont considérés relativement développés sur le continent africain ont un accès très réduit à l'électricité. Il y a 24 pays sur le continent où il y a moins de 50% de la population qui a accès avec l'électricité. Et aussi de noter qu'il y a 900 millions de personnes qui n'ont pas accès à des technologies relevantes pour faire la cuisine et pour leurs besoins quotidiens. Il est très important alors de pouvoir investir rapidement. Le coût des renouvelables maintenant fait que la solution est évidemment, en ce qui concerne le renouvelable, plutôt que des stratégies ou des technologies qui sont cadrées sur les hydrocarbures. Surtout que le prix, par exemple, du solaire est à $79 par mégawatt, $59 par mégawatt pour l'éolien, et un prix qui est plus élevé en ce qui concerne les hydrocarbures, et surtout en ce moment, en cette période de crise. Ce que nous avons aussi constaté en Afrique, c'est que le secteur privé n'est pas assez présent en ce qui concerne les investissements dans l'énergie. Il y a plusieurs raisons pour cette manque d'investissement du secteur privé. Dans certains cas, c'est le manque de développement du marché en ce qui concerne les investissements du secteur privé. Dans d'autres cas, c'est les régulations et le cadre légal qui est disponible dans le pays. Dans certains cas aussi, c'est que le marché est peu développé. Et ce que nous voyons aussi, c'est que où les investissements sont présents, ça vient de certaines sources. On peut noter surtout juste avant la crise de COVID-19, un grand accroissement dans les investissements par des compagnies chinoises. Et on commençait à voir aussi des investissements à travers ce qu'on appelle en anglais des independent power producers. Mais avec la crise de COVID-19 qui est maintenant prolongée aussi avec la crise de l'Ukraine, nous voyons que ces investissements ne sont pas à la même hauteur, et l'Afrique est en train de voir une relance qui est beaucoup moins prononcée que dans le reste du monde, et cela pose des problèmes pour l'avenir du continent et sur les investissements.
Alors, l'autre aspect en ce qui concerne la problématique d'investir surtout par le secteur privé sur le continent, c'est l'accès au financement à un taux abordable. Il faut noter que la note qui est souvent donnée aux pays africains, même quand il y a une note de cotisation qui est similaire, souvent le prix qui est payé est beaucoup plus élevé. On peut noter que, par exemple, le pays en Afrique qui est le mieux noté, c'est souvent l'Afrique du Sud, avec aussi certains pays dans le Nord, inclus l'Égypte, le Maroc. Mais souvent, ils payent 4 fois de plus en prix pour accéder au marché des capitaux par rapport à, par exemple, des pays en Europe qui souvent sont notés à un niveau similaire. Alors, c'est le fait que cet accès au financement à travers les marchés capitaux est réduit, ça crée des vrais problèmes de mobiliser des financements additionnels en ce qui concerne les énergies renouvelables. La CEA est en train d'appuyer les pays qui sont intéressés à investir dans les énergies renouvelables à travers une initiative ODD 7 qui donne un appui surtout dans 3 secteurs. Premièrement, d'appuyer les pays pour qu'ils puissent prendre des décisions sur la technologie qui correspond le mieux pour ces pays par rapport aux ressources qui sont disponibles. En deuxième lieu, c'est les questions de gouvernance, c'est-à-dire de leur appuyer en ce qui concerne le cadre régulateur et le cadre légal dans le pays pour attirer des investissements. Et troisièmement, c'est autour des finances, c'est-à-dire d'appuyer ces pays qui veulent accéder au marché financier d'une manière régulière et qu'ils puissent accéder à ces fonds à un coût qui est raisonnable par rapport à leurs besoins. Dans le marché actuel, cela veut dire travailler aussi avec des partenaires tels que la Banque européenne d'investissement ou avec la Banque mondiale pour qu'il y ait au moins une garantie partielle parce que l'accès au marché est souvent très difficile, sauf pour les pays qui ont déjà un accès au marché qui est assez bien développé. Mais ce que nous estimons, c'est que surtout, il faut se pencher sur l'opportunité qui existe en Afrique. Pour ajouter 250 gigawatts d'énergie renouvelable d'ici 2030, ça correspond à un investissement de 500 milliards de dollars. Ça, c'est une opportunité pour le continent, c'est une opportunité pour attirer des investissements, c'est une opportunité à vraiment créer une nouvelle vision de croissance sur le continent et de changer la donne en ce qui concerne les perspectives de transformation. Mais bien sûr, ces sommes doivent être mobilisées de plusieurs sources. Dans le contexte de l'accord de Paris et aussi dans les perspectives de la COP27, beaucoup des pays les plus vulnérables ont besoin des dons. Ils auront besoin des dons des pays développés pour pouvoir investir dans les infrastructures de base que souvent n'existent pas. Il y a aussi besoin d'avoir accès à des sources de financement concessionnelles à travers les banques internationales de développement et les banques régionales telles que la Banque africaine de développement. Et il faudra qu'on ait une idée très claire sur comment ces ressources pourront être mobilisées. Mais il faut aussi développer les marchés sur le continent, dans les pays et un marché continental et surtout en s'appuyant sur les perspectives qui existent à travers la zone de libre-échange sur le continent africain, la ZLECAf. Je vais terminer avec quelques recommandations en ce qui concerne la politique de l'énergie sur le continent. Alors, en premier lieu, il faut qu'il y ait une certaine harmonisation au niveau des pays sur le cadre légal pour que le secteur privé puisse investir d'une manière durable dans les pays. Deuxièmement, il faut bien gérer les tarifs d'électricité dans le pays qui à la fois permet
aux citoyens d'accéder à l'électricité et à l'énergie, mais qui permet à la fois aussi qu'un investisseur soit intéressé. Il y a aussi l'importance que les pays doivent regarder leur plan de transition pour investir sur l'énergie, parce que il y a certains pays qui sont pris dans, je dirais, dans un paradoxe. Ils ont des ressources pétrolières, ils ont des ressources de gaz, ils veulent le développer, et il y a des investisseurs aussi qui disent qu'ils sont prêts à investir. Le risque, c'est qu'à long terme, malgré que les prix sont très élevés aujourd'hui en 2022, le risque, on dirait même pas que c'est un risque, c'est une certitude. Il y aura une chute des prix à un certain moment. Et surtout, nous avons vu, les pays qui ont investi tôt sur les renouvelables bénéficient justement de cette stabilité économique que souvent les pays qui dépendent des ressources pétrolières n'ont pas. En ce qui concerne aussi la transition énergétique, il faut regarder aux spécificités des pays. Et ce que nous comptons voir pendant la COP27, c'est que nous pouvons bâtir un peu sur l'exemple de l'Afrique du Sud, la COP26, qui a présenté un plan de transition qui a été financé pour 8 milliards de dollars. Ça ne suffit pas dans le contexte d'un pays comme l'Afrique du Sud, mais nous estimons que ça serait intéressant pour les pays africains de pouvoir présenter des plateformes pour financement avec une partie dépendant de leur vulnérabilité, une partie qui vient à travers des dons, mais ce qui est très intéressant aussi, une partie qui soit disponible pour investissement par le secteur privé, un secteur privé africain qui existe et qui est prêt à venir de l'avant, à la fois aussi d'attirer des fonds d'investissement d'ailleurs. Et le dernier point, c'est de s'assurer que nous avons justement les données nécessaires pour prendre des décisions qui sont basées sur des bases scientifiques et qui permettent justement un accès à l'énergie qui est équitable et qui permet justement ce renouvellement de l'économie de notre continent et que nous pouvons atteindre justement ces nouveaux horizons. Je vous remercie et je suis prêt bien sûr à la suite d'aller plus en détail et peut-être je crois qu'on va être très intéressé aussi de voir l'exemple surtout marocain et de réagir après ça. Merci. Merci, Monsieur Adam. Donc, vous nous avez présenté les caractéristiques du marché africain en termes de financement du développement durable. Vous avez mis l'accent sur les insuffisances au niveau africain, mais vous avez émis également un certain nombre de recommandations, notamment l'harmonisation des cadres, gérer les tarifs d'accès d'énergie, revoir la transition, les plans de transition nationale, etc. Je vous poserai une question déjà, je vous ai de mon pouvoir de modérateur, avant de passer la parole à M. Alami. Donc, vous ne pensez pas que dans un premier temps, l'intégration des marchés financiers africains pourrait être une des solutions pour la mobilisation, la mutualisation des ressources et pour une sorte d'alternative au manque de financement, mais également peut-être la création de banques d'affaires régionales spécialisées dans le financement de tout ce qui est développement durable. Nous avons vu la réussite, par exemple, des obligations sociales, par exemple, surtout après la COVID-19, que ça a connu sur le marché africain une certaine réussite. Voilà, vous avez présenté l'exemple de l'Afrique du Sud. Maintenant, je passerai la parole à M. Alami qui va nous partager avec nous l'expérience marocaine qui connaît un certain succès confirmé également au niveau international et africain pour nous présenter cette expérience, mais également les enseignements qui vont permettre aux autres pays africains peut-être de mieux bénéficier de l'expérience marocaine. À vous la parole, monsieur. Si vous permettez, parce que vous avez juste à être très court, justement les pays africains actuellement représentent moins de 1% des obligations vertes mondiales. Et l'idée de faire des obligations régionales
cadré sur l'énergie, je crois que c'est une priorité et je crois un cible, je crois, très précis qu'on pourrait même viser et travailler avec des partenaires, avec les banques régionales pour pouvoir aller dans ce sens. Merci. Merci. À vous la parole, monsieur Lanami. On peut en discuter après. Merci beaucoup. C'est Nabil. Ça va? Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation large de la problématique, monsieur Adam. Effectivement, pour ma part, je pense que ça va. Ah, c'est mieux. Très bien. Bien. Ben, écoutez, je vous remercie, monsieur Adam, pour cette présentation très macro, avec tous les enjeux, effectivement, du financement de la transition énergétique. Pour ma part, je voudrais partager avec vous donc l'expérience marocaine. Vous avez évoqué effectivement le besoin que le secteur privé aussi puisse contribuer donc au financement de cette transition. Il n'y a pas meilleur moyen que le marché des capitaux, justement, pour établir le lien entre les investisseurs, de quelque nature qu'ils soient d'ailleurs, notamment privés, et le financement donc de la transition énergétique. Donc, à ce titre-là, donc je souhaite partager avec vous donc l'expérience marocaine. Alors, rapidement, donc je vais vous parler un petit peu de la manière dont nous avons mis en place donc un cadre pour justement le financement de l'économie durable. Et après, effectivement, partager avec vous donc quelques enseignements que nous avons pu tirer de cette expérience. Alors, déjà, je dirais que le contexte est favorable au Maroc dans la mesure où même la constitution donc du royaume assigne donc à l'État la mission d'œuvrer donc pour la réalisation d'un développement durable. Donc, vous voyez bien qu'au plus haut niveau, la notion de durabilité est bien inscrite. Et on le voit tout de suite dans les politiques publiques, puisque que ça soit, on a mis en place donc une stratégie nationale donc de développement durable, et également, pour être dans le sujet, une stratégie d'énergie renouvelable. Donc, avec l'ambition, vous avez parlé d'électricité, d'avoir un mix énergétique avec 52% donc d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Nous en sommes aujourd'hui à peu près 38%. Nous avions un premier objectif donc de 32% à l'horizon 2020, donc qui a été atteint, et le suivant, donc c'est 52%. Nous avons aussi un nouveau modèle de développement donc, qui a été récemment mis en place et qui, à la fois, érige donc, la durabilité en tant qu'objectif, mais également, il mentionne le marché des capitaux comme catalyseur et comme levier. Donc, vous voyez très bien le lien qu'il peut y avoir entre cette volonté de financer donc, les projets durables, la transition énergétique en fait évidemment partie, et le marché des capitaux. Alors, qu'est-ce qui a déclenché, si vous voulez, la dynamique au Maroc? D'abord, c'était la COP22, donc, qui a été organisée à Marrakech en 2016, et il y a eu une large mobilisation, à la fois nationale et au moins continentale, en ce sens que 2 feuilles de route ont été élaborées. Donc, les choses ont été structurées dès 2016, une feuille de route nationale avec la contribution des autres parties prenantes, que ce soit la Banque centrale, le régulateur des assurances, la Fédération des assurances, les banques, etc., le ministère des Finances, bien entendu, mais également une feuille de route pour l'Afrique, avec bien sûr la contribution d'autres régulateurs. Alors aussi, ce qui a été fait, c'est aussi à cette occasion, donc il y a une initiative qui a été lancée, qu'on a appelée le Marrakech Pledge, où nous avons donc réuni un certain nombre de régulateurs et de bourses du continent autour donc de ce pledge, qui est un engagement à ce que tous les signataires fassent en sorte justement que les marchés des capitaux financent donc au mieux l'économie durable.
Et juste pour quelques chiffres, donc nous avions 19 signataires représentant 26 pays, donc soit la moitié du continent. Alors, comment est-ce que nous avons mis le cadre? Ce qu'il faut savoir, et on y reviendra quand j'évoquerai les enseignements, c'est que nous y avons été de manière progressive. Nous avons commencé non pas par mettre en place des règles obligatoires, mais bien un cadre sur la base de guides. On a mis des guides, mais des guides pratiques qui montrent comment élaborer, comment émettre une émission verte avec, comme je disais, une sorte de mode d'emploi en 2016. En 2017, nous avons couvert cette fois-ci tout ce qui est sociétal, donc avec un guide de la même manière, c'est la même approche, mais cette fois-ci sur la responsabilité donc sociétale des entreprises et le reporting ESG. 2018, le guide dont je vous avais parlé a été élargi aux obligations sociales et durables. Tout ça, ce sont simplement des guides donc, qui ont été mis en place. Et progressivement, donc 2019, ce que nous avions dans des guides qui étaient sous forme de recommandations a commencé à être introduit dans la structure réglementaire. Si vous voyez. Donc, vous voyez bien cette progressivité. Nous avons aussi investi tout ce qui est capacity building, c'est-à-dire la formation. Donc, nous avons organisé des ateliers avec les signataires donc du Marrakech Pledge pour échanger, bon, sachant qu'il y a une plateforme, un site qui permet d'échanger sur ces aspects-là. Après, nous avons lancé donc un indice ESG à la Bourse de Casablanca, justement pour permettre donner un benchmark valide, si vous voulez, pour les stratégies d'investissement donc socialement responsables. Et puis dernièrement, donc nous avons un guide sur les gender bond, donc le genre. Donc vous voyez que bon, certes on parle de transition énergétique, mais là je parle de manière un peu plus générale. Autre chose que nous avons faite, c'est que au niveau de la Bourse de Casablanca, nous avons mis en place donc un compartiment qui est dédié aux investisseurs institutionnels. Et nous savons que les projets de transformation énergétique sont des projets dont la rentabilité est à très long terme, qui sont très coûteux. Donc, l'idée, c'est justement d'avoir un compartiment adapté à ce genre de projet et surtout dédié, si vous voulez, aux investisseurs qui sont prêts à accompagner ces projets. Alors, le marché a réagi positivement donc à cette démarche, sans qu'il n'y ait aucune, je dirais, réglementation ou une quelconque obligation. Il y a tout de suite eu, avec l'élan de la COP22, il faut le dire, donc des émissions donc, qui ont eu lieu. Alors, la première, et je tiens à le souligner, donc, a été faite par l'Agence nationale des énergies renouvelables, donc Mazen, qui gère toutes les centrales solaires et autres. Et donc, justement, elle a levé des fonds sur le marché des capitaux pour financer donc, une nouvelle centrale solaire. Donc, vous voyez bien que le marché des capitaux est aussi un véhicule pour le financement de l'économie durable et de la transition énergétique. Deux banques également ont émis des green bonds, toujours pour le financement de projets qui ont une dimension énergie renouvelable et efficacité énergétique. Après, ça touche plusieurs secteurs. Nous avons l'immobilier vert, nous avons aussi des émissions qui sont mixed, green et social bond, et le gender bond aussi. Donc, dernièrement, on a encore une émission qui est en cours sur tout ce qui est social bond. Alors, je ne peux pas dire que... Alors, les montants ne sont pas énormes. On tourne autour de 500 millions de dirhams, de dollars, pardon, 600 millions de dollars. Ce n'est pas énorme, mais en tout cas, il faut faire le pas. Maintenant, c'est des choses qui existent, qui sont sur le marché, qui sont cotées, qui peuvent servir d'exemple et de catalyseur, si vous voulez, pour l'avenir. Alors, rapidement, tout ce qui a trait donc à l'offre d'instruments, l'émission, on pense que le dispositif est assez complet. Sur quoi nous avons déjà démarré et sur quoi nous devons donc mettre l'accent, c'est le volet investisseur, donc par la mise en place d'un cadre qui favorise donc l'intégration des aspects ESG dans leur politique donc
d'investissement. Et puis, le financement vert, c'est tout un écosystème. Ça ne se limite pas aux émetteurs. Il faut des vérificateurs, il faut des commissaires aux comptes qui soient aussi au fait des choses, puisque vous levez des fonds pour des projets verts, mais encore faut-il être sûr que les fonds sont bien alloués donc, à ces projets. Donc, il y a des règles de cantonnement et donc il faut vérifier, etc. Alors, les enseignements. La première des choses, c'est évidemment l'importance, je ne vous apprends rien, d'impliquer toutes les parties. Donc, il faut cette approche inclusive, d'autant plus que à partir du moment où on compte sur une démarche volontariste, si vous voulez, il faut donc que les parties prenantes adhèrent, soient convaincues pour qu'elles aillent de l'avant. Alors, ça permet aussi d'avoir un consensus autour du modèle. Il y a toujours un équilibre à trouver entre des règles contraignantes, mais en même temps la recherche du développement des outils. Donc, le fait d'avoir aussi l'industrie, au sens anglo-saxon du terme, dans les débats, permet justement de trouver cet juste équilibre en tenant compte évidemment de la réalité du marché. Autre élément, c'est qu'il est important, il ne s'agit pas de se lancer, faire des erreurs et avancer sur la base d'erreurs, pas du tout. Il y a des expériences ici et là, il faut en tirer avantage, il faut qu'on échange davantage entre nous au niveau du continent sur nos expériences respectives. Et c'est quelque chose que la MMC, donc l'Autorité marocaine de marché des capitaux, n'a pas hésité à le faire. Nous avons échangé beaucoup et monsieur l'ambassadeur est là, avec l'Égypte, nous avons échangé avec les régulateurs de la Tunisie, du Nigeria, du Ghana, et en dehors de l'Afrique, du CREPMF, l'Afrique de l'Ouest, les régulateurs de l'Afrique de l'Ouest, avec en dehors du continent, Oman, Qatar, etc. Et les échanges, bon, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Juste pour vous dire, là, dans cette slide, qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont intéressantes. Ce sont des plateformes d'échange, donc pour bénéficier des différentes expériences. Il y a la Sustainable Stock Exchange qui a été lancée à l'initiative des Nations Unies. Il y a le Sustainable Banking Network qui a été lancé par la Société financière internationale, IFC. L'Organisation internationale des commissions de valeur aussi, avec des groupes de travail, etc., avec Toronto Center aussi. Donc, en tout cas, il y a un certain nombre d'initiatives, il y a des expériences, il ne faut pas hésiter à échanger et à tirer avantage des expériences des autres. Autre enseignement, c'est la notion de progressivité. Je l'ai déjà évoqué, nous avons commencé par expliquer, sensibiliser, convaincre, formuler des recommandations, élaborer des guides pratiques, mais vraiment pratiques, des modes d'emploi, comment faire, avant de finalement passer à la réglementation, quand finalement tout le monde était convaincu de l'intérêt et tout le monde était d'accord, si vous voulez, sur les grandes lignes de la démarche adoptée. La progressivité, bon, elle permet évidemment un apprentissage et, comme je le disais, donc une plus grande adhésion. Autre enseignement, c'est qu'il faut un écosystème complet. Il ne suffit pas d'avoir des émissions. Comme je le disais tout à l'heure, je me répète, mais c'est important. Il est important qu'il y ait un écosystème. Vous avez des investisseurs, vous avez des émetteurs, il faut des politiques d'investissement socialement responsables, il faut des auditeurs qui soient formés, il faut des évaluateurs, etc. Les défis à relever, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les standards, il y a plusieurs standards en matière de finances vertes. On n'a pas un standard comme les IFRS pour tout ce qui est comptable, par exemple. Il y a encore plusieurs standards, donc il faut, mais cette fois-ci au niveau international, qu'il y ait plus de convergence, que ce soit pour les pratiques d'émission, que ce soit en matière de reporting, de transparence, etc. Il y a des référentiels, mais ils ne sont pas uniques et on aurait tout intérêt à les faire converger. La structuration des émissions aussi, il y a des entités qui ont des petits projets, qui ont une dimension sociale, mais leur taille ne permet pas d'intéresser les investisseurs. Donc, il faut repenser à des systèmes d'intégration. Vous avez des fonds qui investissent dans ces projets-là et ces fonds-là ont une taille suffisante pour intéresser donc des investisseurs. Renforcer les capacités, la formation tout le temps.
il faut que tout l'écosystème ait toutes les compétences donc, pour un fonctionnement de qualité. Et puis, multiplier les projets à dimension durable. Si je vous donne l'exemple du Maroc, à chaque fois qu'il y a eu un projet, une émission d'obligations vertes, eh bien, il y a eu une sursouscription. Donc, c'est les projets qui manquent au fond, et non pas les fonds et l'épargne qui va vers ce genre de projet. Et on a même, un émetteur, avec notre appui, a fait une émission avec plusieurs tranche normale et une tranche verte, avec un taux inférieur. Et les investisseurs ont souscrit. Donc, on voit bien qu'ils sont prêts à faire un petit sacrifice au niveau de la rentabilité à partir du moment où il y a cette dimension verte. Alors, on ne va pas tirer une conclusion générale à partir de ce petit exemple, mais toujours est-il qu'il est intéressant de le mentionner. Voilà, je ne veux pas être trop long. J'ai une petite slide, franchement, sur l'Afrique, et M. Adam est bien mieux placé pour en parler, mais je dirais quelques réflexions de novices en la matière. L'impact est significativement impacté par les changements climatiques, donc on a besoin de mitiger les risques climatiques. Il y a des problèmes des populations vulnérables, donc les problèmes sociaux. Il y a une disponibilité de fonds, enfin en tout cas, à chaque fois que nous rencontrons des investisseurs internationaux, étrangers, dans le cadre de leur due diligence, ils sont intéressés, ils veulent investir, ils ont des fonds pour investir dans des projets. Encore faut-il leur proposer des projets. Et pourtant, nous avons des projets, mais on oublie de leur coller cette étiquette verte pour mobiliser tous ces fonds-là. Il y a aussi, et ça je tiens à en témoigner, un fort engagement de la majorité des pays du continent en faveur d'une économie verte. Dans les échanges que nous avons, en tout cas nous au niveau des régulateurs, on voit qu'il y a cette volonté, on voit qu'il y a cet intérêt. Nous sommes souvent sollicités pour partager notre expérience, donc la volonté est là. Donc quand on voit tout ça, on pense qu'il y a tous les ingrédients finalement, et après on se pose la question, pourquoi est-ce que ça ne prend pas totalement? C'est peut-être une des questions qu'on va débattre tout à l'heure. Mais une chose est sûre, c'est que financer l'économie durable à travers le marché des capitaux suppose déjà avoir des marchés de capitaux qui soient très efficaces, d'abord. Et c'est ce que, et ça aussi on l'a constaté avec satisfaction, puisque nous échangeons, comme je disais, régulièrement avec les autres régulateurs. Il y a véritablement une avancée en matière de marché de capitaux. Ils sont de mieux en mieux organisés, de plus en plus efficaces. Et tout ça est bon signe. Maintenant, il faut ajouter cette dimension verte. Et à ce sujet, personnellement, je suis très, très optimiste. Je vous remercie. Merci, Monsieur Alami. Donc, pour poser clair, vous avez rappelé un certain nombre d'enseignements que nous pourrons effectivement utiliser pour réussir d'autres expériences. Si Monsieur Adam a bien signalé la nécessité d'avoir une harmonisation de cadre légal, une mise à niveau des capacités, vous nous avez bien présenté une démarche que je pourrais qualifier de complète. Vous avez parlé d'une démarche progressive. Vous avez donné l'exemple marocain. Qu'est-ce qu'il a fait depuis 2017? Vous avez parlé également de l'importance des échanges entre les pays et de tirer les enseignements. Et vous avez bien mis l'accent sur l'existence d'un certain nombre d'initiatives déjà existantes qu'on pourrait exploiter dans ce sens. Vous avez également mis l'accent sur l'inclusivité de l'approche à adopter, une approche inclusive où tout le monde est représenté. C'est très important parce que si on arrive à convaincre tous les acteurs, ça serait facile par la suite de drainer les ressources nécessaires pour ça. Vous avez parlé aussi de l'écosystème complet, la nécessité d'avoir un écosystème complet. Vous avez présenté les différents défis, donc l'absence de
de standards, de plusieurs standards. Donc, il faut l'harmonisation, une certaine convergence, quoi. Vous avez revenu sur la question également de la structuration des émissions. Vous avez parlé de l'intégration. Ma question, est-ce que vous parlez de cette intégration au niveau seulement national, au niveau d'une bourse, ou ça pourrait dépasser l'aspect national? C'est une première question. Vous avez également parlé de la multiplication des projets durables. Déjà, ça a marché. Il y a plusieurs initiatives. Les montants restent modestes, mais ça montre déjà, comme vous l'avez dit, le sacrifice que les agents et les acteurs sont prêts à faire pour justement pour garantir en quelque sorte la durabilité de nos ressources. Donc ça, c'est très important. Je pourrais peut-être en rajouter pour l'approche, l'aspect proactif, parce qu'en Afrique, peut-être il ne faut pas quand même attendre que ça soit trop tard en quelque sorte. Peut-être il faut se préparer à l'avance. Donc, à l'inclusivité et à la progressivité que vous avez présentée, je peux rajouter cet aspect de la nécessité d'avoir une approche proactive. Une petite question à vous poser, que vous pourrez répondre tout à l'heure, c'est par rapport à l'indice ESG. Dans quelle mesure on pourrait généraliser cet indice pour prendre en considération, puisqu'on est à la CEA et on a avec nous d'autres pays, pour que cette approche soit continentale, elle dépasse le niveau national. C'est très important, c'est une proposition de coopération entre l'expérience marocaine, l'administration marocaine et justement la CEA pour avoir un indice intégré qui pourrait mesurer cet aspect au niveau continental. Voilà, il y avait vraiment une certaine complémentarité entre les deux expériences. Maintenant, je passe la parole à Monsieur l'ambassadeur, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour nous parler du futur, pour nous parler un peu du futur, comment justement ces expériences pourraient bénéficier aux pays africains pour qu'ils puissent tirer profit de la prochaine réunion de la COP 27. À vous la parole, son Excellence. Thank you very much, Mr. Moderator. I hope you can hear me clearly. Yes, very clear. Thank you. Thank you very much. So first of all, a very good afternoon, and I hope that what I have to say would also complement very well with both our dear colleague and from the ECA Secretariat, Jean-Paul Adam, as well as our dear colleague from the Capital Markets Authority in Morocco, Hisham El Alami. I think, Mr. Moderator and dear ladies and gentlemen, what I will try and focus on, as you properly said, Mr. Moderator, is to see how this would all shape up and fall into place at the next COP27, which will be taking place in, as you all know, in Sharm el-Sheikh from the 7th till the 18th of November. So in that sense, I will give perhaps a wider scope, a more macro view of how these issues of energy transition fits into the global context of climate action and climate negotiations. But at the outset, let me first thank Morocco for the invitation to speak in this important session, and indeed for the very pertinent choice of topic. Now, of course, Morocco is a pioneering African country when it comes to climate action. They are also, I would say, very well experienced in the COP processes, having already hosted twice the UNFCCC COPs, most recently in 2016, COP22, where important initiatives, including on energy, had emerged. The topic of today, of course, is also very pertinent in the context of our own continental aspirations, really, to be able to access energy. And without energy, and without sustainable
energy, we are unable to achieve the SDGs. Morocco has been an example, together with other African countries, in leading the process of having the energy transition. Already, I understand that by 2030, Morocco aims to achieve a target of 50% of electricity generation through renewable means. That's a very commendable target. Also, as was mentioned by Jean-Paul Adam, South Africa has also taken a good lead, and indeed, during the last COP in Glasgow, the package that was put together by South Africa's partners of $8.5 billion is a good example of what we can achieve at the international level on this very important issue. Nationally in Egypt, we are currently at a little bit above 20% of renewable sources in our national energy mix, and the target is to achieve 45% thereabouts by 2035. I think also on the other side, and since we are delving into capital markets, Africa in recent years has also started to experience with green bonds. A number of countries had issued these important instruments. And again, as Jean-Paul Adam highlighted, I think we are facing an uneven playing field. Countries in the continent that have the same outlook and ranking as countries in Europe or in the developed economies are still not achieving the same premiums. And there is a long way to go in order to be able to achieve these sought after premiums. And I think this is an issue that will be, light will be shed on this issue during COP27. Now, again, as a scene setting, Mr. Moderator, we should never forget that when we are talking about the energy transition, we need to put it in its wider context. That is the achievement of the overarching Sustainable Development Goals. And that includes very important elements of what we call a just transition. Because to achieve the energy transition, the entire world, the developed economies and the developing economies are scrambling to proceed with the transition in the energy. However, we should never let go from our sights as we design our own transitions of the concept of a just transition, which is pertinent not only for the developing world, but likewise for developed economies that have used very successful tools in achieving this just transition. Of course, you know, I don't need to highlight the unique challenges that are facing African countries. I think over the past 3 days in our COM, we have discussed these over and above. But it's important to note that the concept of a just transition, while being important in over the course of the previous years, yet at the current juncture with the recovery from the pandemic, as well as the Ukraine crisis and the repercussions in the the carbon-based energy markets, as well as other commodities, it is even more important. Now, as an example, you know, the European Union, a bit over 2 years ago, launched its new Green Deal, a very ambitious and groundbreaking policy on achieving the green economy. And it is extremely important to note that one very important tool in this European grand strategy was achieving a just transition, including in energy. Some of EU member states
particularly Poland and Hungary, have had difficulties achieving this due to their economic structural dependence on carbon sources. Most importantly, coal, which is maybe ranks at the very bottom of the energy mix. And the EU had promised significant subsidies and support for these economies in order to be able to graduate from this carbon-based energy mix onto the more renewable and less polluting sources. So if the EU is doing it, we should in Africa also naturally be focused on achieving this just transition. Now, if we look at the global picture, we need to understand, and I do take note of the fact that we're focusing more on what can be achieved domestically. This is very important, but let us not divorce fully what takes place in our local capital markets with what can be provided as guarantees, as concessional finance, and indeed other innovative support that we can seek from outside of the continent. This has been shown to be very good examples. One clear example that we have discussed previously and that was launched by the UNECA during Glasgow was the Liquidity and Sustainability Facility. We hope also to be able to streamline this further in Sharm el-Sheikh, to be able to offer it at a wider scale to African countries. And I think it's very important because as we head into this crisis in the global economy, we do not want to overburden future generations with commitments that our current generation undertakes. I think also other innovative means, already African countries are starting to ponder into the issue of the tool of carbon pricing. I think there are other initiatives that are coming online, and this would be also an important element. Finally, to conclude, Mr. Moderator, let me refer to some general priorities. I've mentioned some for COP27. But what we are looking at is that at COP26, many laudable initiatives were launched, including on energy and the green transition. And I think for COP27, we need to, if I can say, bring our feet on the ground. We need to see all of these initiatives and how we are going to be implementing them. So we like to conceive of COP27 as an implementation COP, rather than launching new initiatives, which we naturally will, because many of the actors, many of the stakeholders over the course of the year will have new ideas to share. However, we are determined that at COP27, we have a reality check of what is implementable and how we can proceed with it. Again, I think this will be very key when we deal with the just energy transition, to see what are the potentials out there. And I think, again, the Liquidity and Sustainability Facility is one of those initiatives that will figure in them. Secondly, of course, the COP27 Climate Action Champion has been presenting a call for proposed projects to be presented at Sharm el-Sheikh for building bridges with available financing mechanisms. So we look very much forward to Morocco and to other African countries to showcase their experience and their tools that they have available, including with the capital markets.
and how we can create the synergies with the other means of funding available. Finally, Mr. Chair, and if you allow me a little bit of publicity, in July, we will be convening an important session in Addis Ababa as the government of Egypt, together with the African Union and interested African governments, to launch a discussion on the just energy transition. This comes as part of a series that was launched in February at the margins of the African Summit, African Union Summit, to look at all the key issues as we head towards Sharm el-Sheikh in November. So this is usually held as a hybrid event. Please, we will be more than happy to share the details of how you can join. And also, if you've got ideas, the target from this session and series is to present ideas to the incoming COP27 presidency to highlight. Once again, thank you very much. And I'll be more than happy to answer any queries or questions that might be addressed towards. Thank you very much. Merci son Excellence. Donc, je crois que la session n'était pas facile à gérer du point de vue temps, puisque tous les participants ont respecté exactement le temps qui était alloué. Donc, merci beaucoup pour ça. Vous m'avez rendu la tâche très facile. Donc, son Excellence a fait un appel pour les expériences présentées déjà réussies, notamment marocaines, pour expliquer comment on pourrait réussir mieux l'adaptation et l'instauration de ces expériences, de ces démarches dans d'autres pays. Merci, Monsieur son Excellence, d'avoir mis l'accent sur cette approche justement proactive, comme j'ai dit tout à l'heure, puisque la réunion de juillet permettrait aux pays africains de mieux se préparer. C'est très, très important. Maintenant, ma question est très simple. Est-ce que vous avez déjà une évaluation préétablie vous avez dit qu'il faut faire en quelque sorte une évaluation de ce qui a été fait jusqu'à COP26 et donc voir ce qu'on pourrait mettre, les projets qu'on pourrait réellement réaliser et les autres. Est-ce que vous pourrez nous dire une première évaluation peut-être que vous avez déjà faite sur les projets qu'on ne pourrait pas réaliser, justement? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont loin d'être pragmatiques, d'être réalisables? Voilà une question que je pourrais vous poser, Son Excellence. Et sans tarder, je passerai également la parole au public pour poser vos questions et notamment, je ne sais pas, avec l'équipe technique, est-ce qu'il y a des questions peut-être virtuelles sur le Internet? À vous la parole. Est-ce que vous avez des questions? Si vous jugez que les exposés ont été clairs et qu'il n'y a pas de questions, c'est excellent. Bon, est-ce qu'il y a des questions en ligne? C'est bon, donc on pourrait revenir. Oui, d'accord, nous avons une question ici, s'il vous plaît. Chair, not a question really, but maybe a comment. I think I just wanted to underscore that the initiative that Morocco has actually presented here is very relevant to the work that we at ECA are doing and which the director has actually highlighted. I think the COP27 has been made an implementation COP. And I think one of the things that countries are grappling really with is the implementation of their nationally determined contributions. And among the key areas in most of the countries in Africa is the energy transition, access to energy. And I think this initiative directly addresses the needs of the countries in terms of implementing their NDCs.
And so this initiative is really very good. And I think one of the other things that this initiative also highlights is the effort that we are making towards greening the capital markets. And I think many of the capital markets that we know today are rather brown in nature. And therefore, this would be one of those initiatives that we would like to underscore as a very good development. I was just
et opérationnel. Merci. Donc, j'ai signalé que cette session a été facile à gérer du point de vue temps. Je signale que la session devrait finir à 15h30 et les 15h28, donc on est dans les temps. Merci, monsieur. J'aimerais bien signaler un point très important, un enseignement important qu'on pourrait tirer de ce séminaire. Premièrement, c'est que en Afrique, peut-être on a tout ce qu'il faut pour réussir. On a tout ce qu'il faut pour réussir. On a des expériences vraiment réussies, notamment celle du Maroc qui a été présentée. On a des stratégies exemples. Le souhait maintenant qu'on pourrait émettre, c'est d'avoir peut-être une stratégie de transition énergétique qui soit africaine, basée sur ces expériences déjà mises en place, comme a demandé son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, des expériences pragmatiques, une stratégie vraiment qu'on pourrait appliquer sur le terrain. Voilà, sur ce, on a fait le tour des défis, des avantages, mais surtout les recommandations qu'on a retirées. Je crois qu'il y aura par la suite un rapport sur ce séminaire. Je tiens, chers panélistes, à vous féliciter pour la qualité de vos présentations et je demanderai au public de les applaudir. Bon. Il y a une question? D'accord. Son Excellence, vous avez la parole. Thank you very much, Mr. Moderator. I don't intend to take on time. It's a pity I lost some of the questions, but just to say once again, thank you, and thank you for the leadership of Morocco on this important point. Please bring all your ideas in Sharm el-Sheikh, and we look forward to continuing this discussion, most notably, as I had mentioned, perhaps in July at the Africa Climate Talks session. Information we will be sharing with our colleagues from ECA. I see my dear colleague Jean-Paul Adam is there. He has been a partner in this, and we look forward to continuing this discussion. Thank you very much. Bon, merci beaucoup. Encore une fois, je vous demande d'applaudir les panélistes, c'est très important. Et peut-être je demanderai une photo de groupe, c'est ça? Peut-être, Monsieur Son Excellence pourrait être avec nous sur la. Oui, on va aller. Au revoir.